Utopie et consommation. Colloque du Cercle de l'Obsoco, 10 octobre 2019. Philippe Moati, professeur agrégé d'économie à l'Université Paris Diderot. Présentation de l'Observatoire des perspectives utopiques. Bonjour à tous. Je suis très content de vous présenter quelques résultats de notre Observatoire des perspectives utopiques parce que ça a été un gros travail à l'Obsoco qui nous tenait beaucoup à cœur. Donc soutenu par nos sponsors, l'ADEME, BPI France et la chaire ESCP Leclerc. L'ambition était forte, c'était de partir du constat que peut-être notre époque manque de perspectives d'avenir. Et donc, pour ne pas sombrer dans le grand pessimisme, on s'est dit, essayons de voir malgré tout s'il n'y a pas des choses qui font rêver un peu les Français. Et les résultats sont mi-figue, mi-raisin. Il y a effectivement des facteurs un peu inquiétants sur l'état de la société française, mais c'est aussi des perspectives qui donnent des matières à réflexion pour un avenir partagé. Donc le contenu de cet observatoire, dont je vais vous donner simplement un aperçu centré sur la consommation, le champ est beaucoup plus large que ce que je vais vous montrer, a pour vocation première peut-être d'inspirer nos politiques, peut-être de trouver des terrains sur lesquels situer une action qui pourrait fédérer une proportion significative de citoyens. Et puis accessoirement, puisqu'on est ici quand même dans Colloque Étienne Thiel, il y a aussi des pistes pour les entreprises, industrielles ou distributeurs, car on le sait bien, dans les pays riches, la demande des consommateurs ne se limite pas à des aspects strictement fonctionnels et utilitaires. La consommation a une dimension éminemment symbolique. Et à travers ce à quoi aspirent les Français, il y a des pistes de réflexion sur sur quoi faire reposer la valeur immatérielle que vous, professionnels, êtes amenés à essayer d'élaborer. Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de matière à réflexion. Le rapport complet sera rendu public dès lundi. Il sera accessible sur notre site. Et les chercheurs sont conviés à nous demander la base de données qui a servi à produire le rapport, et on se fera un plaisir de vous la donner pour aller plus loin dans le traitement des éléments statistiques contenus dans cette enquête extrêmement riche. Alors deux mots de méthodologie. Donc on a choisi d'aborder le thème des utopies au travers de deux axes. Un premier axe qui était d'essayer de repérer l'adhésion éventuelle des Français à ce qu'on a appelé des systèmes utopiques, c'est-à-dire une sorte de vision du monde un peu globalisante, qui intègre des éléments relatifs au système politique, à l'organisation de la vie économique, au mode de vie, au mode de consommation. Donc la difficulté a été de repérer dans ce qui se passe actuellement quels pouvaient être ces systèmes utopiques, plus ou moins disponibles, plus ou moins structurés. Donc il y a une part d'arbitraire dans la sélection que nous avons faite. Et je vais vous les énoncer tout de suite. Donc on a identifié une utopie écologique, qui est en gros une société qui accorde la priorité à la lutte contre le réchauffement climatique, donc qui est une société de sobriété, voire de décroissance, avec un système économique qui est relocalisé sur des échelles réduites de proximité, avec un consommer moins mais mieux, donc une baisse du niveau de vie, mais une consommation plus qualitative. Donc je crois que vous voyez à peu près de quoi il peut s'agir. Une utopie sécuritaire, qui est une société un peu nostalgique, qui peut-être ayant des difficultés à se projeter dans l'avenir, idéalise un passé. Donc on retrouve une économie nationale forte qui défend son identité culturelle, économique, qui est en attente de sécurité, parce qu'on est victime d'un sentiment d'insécurité. Je pense que là aussi, vous voyez à peu près de quoi il s'agit. Et une utopie qu'on a qualifiée de technolibérale, qui est une société centrée sur l'idée de croissance, cette croissance tirée par le progrès technique, donc une société très compétitive, avec des grandes entreprises qui dominent la scène, mais aussi un réseau de start-up, d'entreprises indépendantes. La croissance est forte, le pouvoir d'achat progresse, mais les inégalités se creusent. Voilà. Donc pour chacune de ces utopies, en fait, nous avons décrites à travers une quinzaine de propositions. Chaque proposition dessine un trait caractéristique de cette société idéale, et nous avons demandé aux répondants de les noter, de noter chacune de ces propositions une à une, avec une note allant de -5 à +5, -5. J'en veux pas du tout, +5, ça correspond tout à fait à l'idée que je me fais d'une société idéale. Et au terme de la description, proposition par proposition, les répondants étaient invités à donner une note globale. On leur disait, exprimez votre sentiment, dans quelle mesure aimeriez-vous vivre dans cette société telle qu'elle vient d'être décrite, là aussi en donnant une note allant de -5 à +5. Les trois systèmes utopiques ont été testés de manière aléatoire pour pas que l'ordre puisse influencer le jugement des répondants. Et à côté donc d'une approche par ces systèmes utopiques, comme on n'épuisait pas le sujet, nous avons également abordé des perspectives utopiques qui sont des
approche plus thématique des aspirations des Français sur des thèmes extrêmement variés. Vous en voyez quelques-uns ici, le travail, le temps libre, la consommation, le cadre de vie, etc. etc. Là, il ne s'agit pas de constituer un système, mais de voir l'adhésion des Français à certains aspects, à certains partis pris, qui quelquefois s'incarnent aujourd'hui sur la scène politique à travers l'évocation d'utopies dites réalistes. Voilà, tout ça avec une enquête en ligne, à partir d'une enquête en ligne auprès d'un échantillon de 2000 Français. Alors, résultats, alors je vais vous donner quelques résultats très généraux sur les grands systèmes utopiques, et puis je vais concentrer mon propos sur ce qui est relatif à la consommation. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Mais sachez que l'enquête est beaucoup plus large que ça. Donc, quelles sont les préférences exprimées par les Français à travers l'enquête à l'égard de ces 3 systèmes utopiques? D'ailleurs, peut-être que je pourrais faire un petit sondage. Ça serait amusant. Selon vous, si vous les avez à peu près en tête, utopie écologique, réactionnaire et... non, pas sécuritaire, pardon. On a souvent changé de terme, voilà. Et technolibérale, selon vous, quelle est celle qui sort gagnante des suffrages des Français? Alors, je vais faire voter, peut-être en les prenant une par une. Écologique, vous évaluez à peu près. Sécuritaire, ouais, nettement minoritaire. Et technolibérale, oh là. Eh bien, écoutez, vous avez bon, puisque voilà. Donc, plusieurs manières d'évaluer, de classer ces 3 utopies. La première, là, je ne vois absolument rien de là où je suis, c'est de se fonder sur les moyennes de notes obtenues par les 3 systèmes utopiques. Donc, il y a 2 manières de calculer cette moyenne. Soit la note globale que j'ai exprimée tout à l'heure, c'est à la fin de la présentation, demander une note générale, c'est ce que vous avez à droite. Et là, vous voyez que l'utopie écologique, on a gardé les vieux titres, est à plus 2,3 sur une échelle qui va de -5 à +5. C'est-à-dire, c'est quand même quand on raisonne sur les 2000 Français, c'est quand même une adhésion assez forte. L'utopie scientiste libérale, donc désormais qualifiée de techno-libérale, est à seulement 0,7, donc c'est positif, mais quand même très très proche du zéro. Et l'utopie réactionnaire identitaire, je veux dire, on a changé les titres très récemment, est à plus 1,1. Donc on a la hiérarchie qui correspond à peu près à ce que vous avez exprimé. Les moyennes que vous voyez à gauche sont les moyennes des notes données à la quinzaine de propositions relatives à chacune des utopies. Donc vous voyez qu'on a le même classement. Les écarts se resserrent un peu entre la première et la troisième. Par contre, vous voyez que l'utopie scientiste libérale, techno-libérale, bascule en négatif. Voilà. Alors, une autre manière de voir à peu près la même chose, c'est sur la base des notes globales qu'ont données les répondants, c'est de voir, d'associer à chaque répondant l'utopie préférée, celle qui a obtenu la meilleure note pour le répondant. Et donc on les classe selon l'utopie qu'ils ont préférée. Et là, les écarts sont encore plus forts. Vous voyez que l'utopie écologique a été l'utopie préférée de près de 55% des répondants. Donc il y a quand même une majorité absolue de Français qui se sont reconnus dans cette utopie. Ensuite, l'utopie technolibérale est toujours la dernière. Elle est à 16% seulement de préférence. Et l'utopie sécuritaire à peu près 30%. Donc la hiérarchie est confirmée. Une dernière manière de voir ça, c'est de regarder la distribution des notes sur la moyenne globale, et donc on a isolé ce qu'on appelait des détracteurs, ceux qui ont mis une note allant de -3 à -5, donc qui vraiment ne se reconnaissent pas du tout dans l'utopie en question, et ce qu'on appelait les supporters, qui ont mis une note allant de +3 à +5, qui eux se reconnaissent pleinement, ont très envie de vivre dans la société qui leur a été décrite. Et vous voyez qu'on obtient le même résultat, c'est même encore plus fort. Vous avez 55% des répondants sur les 2000 qui ont mis une note supérieure, égale ou supérieure à 3 à l'utopie écologique. Seulement 30% pour l'utopie scientiste libérale et 30% également pour l'utopie sécuritaire. Vous voyez que du côté des détracteurs, les deux qui sont arrivés en tête du palmarès ont peu de détracteurs, 5% seulement pour l'utopie écologique. Par contre, l'utopie scientiste libérale, qui flirte avec le transhumanisme, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, elle flirte avec dans les propositions, il y a l'allongement sensible de la durée de la vie, voire même une perspective d'aller vers l'immortalité. Là, on a carrément 17% de détracteurs. Voilà. Des croisements, on en a fait des tonnes dans le rapport, donc je ne vais pas vous en montrer beaucoup. Ici, on croise par rapport à l'âge, et on se rend compte que l'utopie sécuritaire séduit beaucoup plus les âgés, c'est la courbe jaune, orange, beaucoup plus les personnes âgées que les plus jeunes. L'utopie écologique séduit un peu tout le monde, mais particulièrement les 18-24 ans qui, dans l'enquête, se détachent sur beaucoup de critères. Les 18-24 ans sont un petit peu atypiques et se distinguent beaucoup de la tranche d'âge juste venant après les 25-34 ans. Quant à l'utopie technolibérale, ma foi, c'est quasiment c'est plat, sauf les tranches les plus âgées qui sont encore plus dans le rejet de cette société utopique. Le niveau de diplôme est très influent.
Pas tellement sur l'adhésion à l'utopie écologique. On trouve ça quasiment quel que soit le niveau d'éducation. Par contre, vous voyez très clairement que l'utopie technolibérale, l'adhésion à l'utopie technolibérale décroît avec le niveau d'éducation des répondants. Et l'adhésion à l'utopie sécuritaire aussi. Enfin, c'est très corrélé aux sensibilités politiques. Alors, on n'a pas demandé quel parti, mais simplement de se positionner entre l'extrême gauche et l'extrême droite pour aller vite. Et vous voyez que là aussi, il y a des choses très, très marquantes. L'utopie écologique est très forte partout. Elle est simplement minoritaire à droite et très à droite. Et elle culmine, et on pouvait s'y attendre, très à gauche, et pour les personnes qui se situent proches des mouvements écologiques. L'utopie sécuritaire, elle est très liée à la position à droite. Vous voyez qu'elle devient même majoritaire pour les personnes qui se situent à droite ou très à droite. Par contre, évidemment, elle est très peu plébiscitée qu'on est très à gauche. Quant à l'utopie technolibérale, vous voyez que c'est relativement plat, assez peu sensible à l'orientation politique. Alors, ce que je vous ai donné jusqu'à maintenant peut donner le sentiment qu'on a trois systèmes assez clivés, avec des partisans de chaque côté ou des adversaires de chaque côté. C'est pas du tout ça que montre l'étude. En fait, on a des individus qui peuvent adhérer à une utopie et aimer beaucoup l'autre aussi. Ou alors picorer dans certaines propositions d'une utopie et puis adhérer à d'autres propositions d'une autre utopie. Donc c'est compliqué. On a vraiment des contours poreux. Alors pour en rendre compte, on a fait plein de traitements dans l'enquête, je ne vais pas tout détailler, on a une typologie qui repose sur la manière dont chaque répondant a évalué chacune des 15 propositions relatives à chacune des 3 utopies. Vous me suivez toujours ? Très bien. Donc je ne vais pas vous les décrire, ça prendrait beaucoup trop de temps. Peut-être pointer qu'on a deux catégories dans cette typologie particulièrement intéressantes, même si ce ne sont pas les groupes les plus nombreux sur un plan numérique. Vous avez ce qu'on a appelé les décroissants radicaux. Je crois que vous avez compris. Ils adhèrent mais à fond à l'utopie écologique et sont très en retrait sur les deux autres. Et puis on a les sécuritaires identitaires qui, comme vous pouvez vous en douter, sont des chauds partisans de l'utopie, comment l'appeler, sécuritaire, mais qui pour autant apprécient beaucoup également l'utopie écologique. Donc si j'insiste sur ces deux groupes, c'est que sur beaucoup de critères qu'on va passer en revue dans l'enquête, eh bien ces deux groupes sont très proches. Donc il n'y a pas du tout d'opposition, enfin il n'y a pas du tout, je vais t'enterrer dans un instant, il n'y a pas d'opposition radicale entre les chauds partisans de l'utopie écologique et les chauds partisans de l'utopie sécuritaire. Ils convergent sur un grand nombre de dimensions. Le seul point de clivage, où là ils s'écartent complètement les uns des autres, c'est sur le rapport à autrui, le rapport à l'altérité, notamment le rapport à l'étranger. Où évidemment, il y a une vraie crispation sur ce sujet chez les sécuritaires, alors qu'au contraire, il y a une ouverture à l'altérité chez les décroissants écologiques. Voilà. Alors, il y a quand même, à travers tout ça, des points consensuels qui traversent la population, qui traversent la typologie. Donc, je tiens à les pointer parce que c'est peut-être là-dessus qu'on peut élaborer une sorte de projet de société qui susciterait une adhésion assez massive au sein de la société. Donc, en vrac, il n'y a pas de hiérarchie. Évidemment, les enjeux environnementaux, ce qui est cohérent avec la hiérarchie des utopies. L'attraction pour le local, alors je sais que vous avez traité le sujet ce matin, c'est extrêmement fort et ça traverse, là aussi, ça rassemble les décroissants les décroissants et les sécuritaires identitaires. Ils sont très convergents sur cette appétence pour le local, pour tout ce qui est proximité, que ce soit au niveau de l'économie, l'organisation de la vie économique, de la vie politique ou même des modes de vie. Le goût de l'égalité, là aussi ça traverse la population. La reconnaissance de la liberté et des droits individuels, très fort, et là aussi ça traverse les couches de la population. Des attentes en matière de sécurité, qu'on retrouve partout. Une demande d'intégration de la part des populations étrangères, même les plus ouverts à l'altérité, adhèrent à l'idée que les étrangers qui vivent en France doivent se plier aux us et coutumes de notre pays. C'est très partagé. Le rejet de l'homme augmenté, tout ce qu'on a pu tester sur donc les aspects transhumanistes, y compris des modérés, font l'objet d'un rejet massif qui est à mettre en rapport avec le goût pour la naturalité. Il y a une vraie opposition entre naturalité et artificialité, entre naturel, industriel, etc. C'est très fort et ça traverse toutes les catégories. Et puis il y a un gros désir de renouveau à la fois en matière d'organisation de la vie politique, où le système actuel est celui qui est le moins prisé par les répondants, et qui demande massivement un système politique fondé sur les référendums, où chacun peut prendre part à la décision politique.
Idem sur la vie économique. L'organisation de la vie économique telle qu'elle existe aujourd'hui ne reçoit l'approbation qu'une petite minorité des personnes interrogées qui, à l'inverse, demandent des formes d'organisation de la vie économique qui impliquent davantage tout un chacun, notamment une gestion des entreprises qui soit ouverte à l'ensemble des parties prenantes. Donc c'est dire qu'il y a une volonté de faire table rase un peu de l'organisation économique et sociale et politique actuelle pour passer à autre chose. Ça, c'est quand même une grande surprise de cette étude. Alors, si j'en viens aux aspects plus proches de la consommation, je vais faire un petit détour par les aspirations en matière de rythme et de cadre de vie. Ça nous aidera à voir la toile de fond sur lesquelles s'inscrivent les tendances en matière de consommation. Je suis dans les temps. Alors, on a testé donc le rapport au temps. À travers la question que vous voyez à l'écran, dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes? J'ai le sentiment que le monde autour de moi change trop vite. Les 2/3 des répondants se sont déclarés d'accord avec cette proposition. De même, 58% étaient d'accord avec « dans ma vie quotidienne, j'aspire à ralentir ». Par contre, seulement 39% ont affirmé leur accord avec la proposition « j'ai du mal à m'adapter à la vitesse à laquelle le monde évolue ». Mais ils sont 52% à rejeter la proposition « la vitesse à laquelle tout change à notre époque est enthousiasmante ». Donc globalement, une sorte de malaise par rapport à une société qui évolue trop vite, un monde qui évolue trop vite, et une aspiration au ralentissement qui, évidemment, va avoir des conséquences sur la consommation. Alors, sur la base de ces réponses, nous avons construit un indicateur de sorte qu'on pourrait qualifier de niveau de malaise à l'égard du rythme du changement. Et à partir de cette variable unique, on a pu faire des croisements pour voir qui était le plus à l'aise et le plus mal à l'aise par rapport au rythme du changement dans la société contemporaine. Là, j'ai croisé avec la typologie que vous avez présentée brièvement tout à l'heure. Et vous voyez que vous avez deux groupes de la typologie qui se distinguent par une position particulièrement forte en termes de malaise à l'égard du rythme de changement. Et ce sont précisément les deux que j'évoquais tout à l'heure, les décroissants radicaux et les identitaires sécuritaires qui se retrouvent là-dessus. Alors sans doute pas pour les mêmes raisons. Peut-être que les premiers aspirent à une société plus conviviale, où on passe plus de temps sur les choses qui sont vraiment importantes dans la vie, et les secondes ont l'impression peut-être que la vitesse à laquelle le monde change les rend victimes d'une évolution qu'ils maîtrisent mal. En tout cas, ils se rejoignent sur ce constat. Autre manière d'appréhender la question du cadre de vie, je picore dans les résultats très nombreux de l'étude. Dans l'idéal, sans tenir compte des contraintes, si vous pouviez choisir librement votre lieu de vie parmi les caractéristiques suivantes, que rechercheriez-vous en priorité? Très intéressant. Le contact avec la nature en premier. Donc ça conforte cette idée d'une volonté d'avoir un mode de vie, un mode d'organisation de la société qui soit plus proche de la nature. Ça explique la hiérarchie des 3 utopies. La proximité de la famille et des amis. Ça aussi, c'est un terme qui traverse l'enquête, cette envie de passer plus de temps, d'être plus proche avec ses proches, précisément. Et puis, 3e point, qui conforte ce que j'évoquais tout à l'heure dans ma liste des points consensuels, le sentiment de sécurité. Voilà. Vous avez un petit panachage de facteurs qui permet de mieux comprendre ce que je vais vous montrer maintenant. On a fait réagir nos répondants à des visuels de cadre de vie. On leur a demandé de noter chacun des visuels, pareil, avec une note allant de -5 à +5, en fonction de l'intensité avec laquelle l'image qu'on leur présentait était en phase avec l'idée qui se faisait du cadre de vie idéal. Voici les résultats. Vous avez ici le trio gagnant. Les 3 images qui représentent au mieux le cadre de vie des Français. Les 2 premières se prenant de l'avance même par rapport à la 3e. Vous voyez, la première image, c'est très clairement la place du village, quoi. Donc la nostalgie d'une échelle réduite, d'un monde à évolution lente, en quelque sorte, où les gens sont en mesure de se rencontrer, une société conviviale, quoi. On retrouve ça avec une dimension un peu plus moderne dans la 2e image, où on a effectivement un cadre de vie à échelle humaine, où on retrouve la proximité avec la nature. Et la 3e image, c'est carrément l'autosuffisance, dans une maison qui a l'air de pouvoir s'alimenter en énergie toute seule, complètement au cœur de la nature. On retrouve dans ce palmarès ce que je viens de vous indiquer dans le tableau précédent. Ce qui a été rejeté, par contre, c'est ça. Les notes négatives. Vous avez des notes négatives sur ces... Alors, notamment, j'attire votre attention sur les 2 premiers visuels, qui sont des images de villes du futur. Donc, cette vision futuriste de la ville est complètement rejetée pour des images beaucoup plus traditionnelles, quoi. Voilà, ça, il faut l'avoir à l'esprit, mais je crois que dans la consommation, on ressent bien cette volonté d'une approche un peu nostalgique, le retour à la tradition naturelle, c'est très très présent dans la consommation. Alors précisément, venons-en directement à la consommation, et ce qu'on observe, c'est
une certaine prise de distance qu'on commence à sentir même au quotidien dans les magasins. Alors, je vais vous montrer ici que j'ai récupéré certaines des propositions qui décrivaient l'utopie écologique. Et à côté, vous avez la note moyenne qu'a obtenue la proposition. Ce qui est frappant, c'est que l'utopie écologique, elle ne suscite pas une adhésion uniquement sur le registre du contre. Car un résultat fort de l'enquête, c'est que très souvent, la position des répondants s'exprime contre quelque chose, contre une peur, contre un ennemi invisible, etc. Ici, on pourrait penser que l'adhésion à l'utopie écologique vient de la conscience des enjeux que nous avons à surmonter, donc contre le réchauffement climatique, contre le dérèglement du climat, la perte de biodiversité, l'épuisement des ressources. Nous voulons une autre société. Ce n'est pas seulement ça. Il y a dans la description de l'utopie écologique des aspects relatifs au mode de vie et à la consommation, et ce sont eux qui ont les meilleures notes. Donc on adhère à cette utopie non pas seulement sur un mode défensif, mais parce que ce qu'elle décrit, les modes de vie qu'elle décrit, suscitent une adhésion de fond. Donc voilà l'illustration. Et ce sont les propositions qui ont les meilleures notes des 3 fois 15 propositions qui ont été soumises à l'évaluation des répondants. Les standards de vie évoluent vers moins de consommation d'objets et moins de quantité, mais plus de qualité. Note moyenne, plus 2,1, je vous rappelle, sur une plage de variation qui va de moins 5 à plus 5. Et c'est les demi-répondants, ce ne sont pas que les adeptes de l'utopie écologique. Les activités domestiques, faire soi-même, cuisine, bricolage, jardinage, réparation, entretien, prennent une part importante du temps disponible. Alors qu'on dit qu'on manque de temps, vous voyez, et bien là, l'aspiration au ralentissement et à faire soi-même a gagné en autonomie, plus 2,1. Ensuite, la consommation est de plus en plus fondée sur la mutualisation ou le partage d'équipements et de ressources, les échanges entre particuliers. Autrement dit, sans passer par le commerce. Plus 2. Et enfin, l'alimentation est à 80% bio et fournie en circuit court dans le respect des saisons. La consommation de viande a considérablement diminué au profit des protéines végétales, plus 1,6. Donc une forte adhésion à des dimensions relatives au mode de vie et à la consommation, qui sont des aspects positifs de l'utopie écologique qui leur a été proposée. Tout ça masque mal un rapport à la consommation telle qu'elle existe aujourd'hui, qui est au minimum ambigu, pour ne pas parler de rejet. Par exemple, on a demandé à nos 2000 répondants de se positionner par rapport aux propositions que vous voyez à l'écran, qui sont des propositions d'ordre général sur la consommation. Vous allez voir que c'est très ambigu. Par exemple, à l'affirmation « notre manière de consommer est nuisible à l'environnement », vous avez 86% des Français qui disent oui, qui sont d'accord avec cette affirmation. On pourrait difficilement soutenir le contraire. Dans la société contemporaine, on a tendance à accorder trop d'importance à la consommation. Là, pareil, vous avez près de plus de 80% des Français qui adhèrent à cette proposition. Les gens passent trop de temps à gagner de l'argent plutôt que de profiter de la vie. Je vous laisse faire l'addition, c'est un plébiscite. Mais, regardez la proposition suivante, consommer, pouvoir acheter ce qui fait plaisir, contribue fortement au bonheur. Certes, le score est un peu moins soviétique, mais c'est une très large majorité qui adhère à cette proposition. La croissance de la consommation est nécessaire à la croissance de l'économie et de l'emploi, pareil, adhésion. Et enfin, dans le contexte actuel, heureusement qu'il y a la consommation pour compenser et se faire plaisir. Là aussi, le score se réduit, mais c'est encore une majorité. Donc, vous voyez l'ambiguïté du rapport, à la fois à l'impact de la consommation au niveau macro, l'environnement, la croissance, et puis à l'échelle de nos vies individuelles, on aime et on n'aime pas. Il y a une vraie ambiguïté, et vu les scores, ce sont quelquefois les mêmes personnes qui ont ces positions un peu opposées. Et alors ça s'illustre clairement à travers ce petit graphique, qui est une question qu'on pose régulièrement dans nos enquêtes, ce qui nous permet de voir les évolutions d'ailleurs. Donc on demande aux répondants de se positionner par rapport à 4 postures générales à l'égard de la consommation. Alors je vais commencer par... c'est pas grave. J'aime la manière dont je consomme et je ne souhaite pas changer mes habitudes. Donc des gens qui sont satisfaits du statu quo. Vous en avez 23, si je vois bien, 23%. Donc à peu près un quart de la population satisfaite de son mode de consommation actuel. Si on descend, je voudrais pouvoir consommer plus. 21%. Seulement, après ce qu'on nous dit sur le pouvoir d'achat, à peu près les 3 quarts des Français qui pensent que leur pouvoir d'achat est en baisse, seulement 21% ont choisi « je voudrais pouvoir consommer plus ». Où sont les autres? Je remonte sur la gauche. Je voudrais consommer moins, mais mieux. Moins, mais mieux. On a 36% ici. 36%. 15 points de plus que je voudrais consommer plus. Et enfin, je voudrais consommer autant, mais mieux, 20%. Ça nous fait donc 56%
des Français interrogés qui nous disent être quelque part insatisfaits du modèle de consommation actuel et qui aspirent à consommer différemment. J'attire votre attention sur le fait que cette question, on la pose régulièrement et qu'on a une très forte remontée des je voudrais consommer moins, mais mieux. La dernière fois qu'on a posé la question, on était de mémoire à 31%. 36%, on a pris 5 points. 5 points. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer qui trouve tout son sens quand on remet ces chiffres dans le contexte global de l'étude. Alors, voilà l'éclatement de ces réponses en fonction des groupes de notre typologie. Alors, ce n'est pas forcément hyper lisible. Vous voyez qu'évidemment, ce sont des décroissants radicaux qui sont les plus en attente de consommer moins, mais mieux, mais c'est loin d'être les seuls. C'est loin d'être les seuls. Et finalement, les seuls qui voudraient pouvoir consommer un peu plus, ce sont ceux qu'on a appelés les modernes, hein, qui sont les plus attachés au mode de fonctionnement de la société et de l'économie contemporaine. Mais globalement, retenons de tout ça qu'en dépit des différences qui ne sont pas négligeables, il y a une aspiration générale à consommer différemment. Illustration quand même du fait que tout ça, ce n'est pas qu'une pétition de principe. On a soumis nos répondants à un scénario heureux. Vous voyez à l'écran, imaginez que vous receviez une rentrée d'argent inattendue correspondant à environ 6 mois de revenus de votre foyer. Nous sommes coquettes. Quels sont les 3 premiers usages que vous feriez de cet argent? C'est très intéressant, ça mesure l'appétence, les restrictions et les appétences. Arrive en premier, et de loin, surtout si on considère le critère numéro 1, la zone la plus foncée des bâtons que vous voyez ici, c'est l'épargne, le remboursement des crédits et des dettes, assainir sa situation financière. Numéro 2, ça n'étonnera pas les spécialistes de la consommation, les vacances et les voyages. Numéro 3, je crois qu'il y a des gens de Laura Merlin dans la salle, ils vont être contents, les travaux dans le logement extérieur et intérieur. Là, c'est à la fois le cocon et puis le patrimoine. Si on trie entre propriétaires et locataires, on verra certainement des différences importantes. Après, vous avez les sorties. Le premier bien manufacturé qui arrive, c'est la voiture. En 4e position, vous voyez déjà qu'un score qui s'est beaucoup réduit. Et vous voyez que pour retrouver les grandes familles de biens manufacturés, il faut descendre beaucoup dans le classement. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est pas en appétit de consommer encore plus de biens tangibles, de biens manufacturés. D'abord, assainir sa situation financière. Peut-être que ça explique la remontée du taux d'épargne en ce moment. Et ensuite, consommer de l'expérience, les vacances, les sorties, qui se classent bien dans le classement. Donc là aussi, il y a un indice peut-être d'une perte d'appétit de consommation, en tout cas pour des objets dont on dispose déjà. Peut-être qu'on est en train de comprendre qu'avoir toujours plus quand on a déjà beaucoup, c'est peut-être pas la clé du bonheur et que ça induit en parallèle des difficultés. Dernière approche de la consommation, on a soumis à nos répondants des visuels de commerce. Et pareil, on leur a demandé de mettre une note à chacun des visuels, entre -5 et +5, selon que ces visuels se rapprochaient plus ou moins de leur conception du commerce idéal. Eh bien, on retrouve les éléments qu'on a vus tout à l'heure sur le cadre de vie. Les 2 premiers visuels qui ont de loin les meilleures notes, +1,7 et +1,4, c'est des centres-villes, les centres-villes historiques. Même plutôt le premier visuel, c'est le centre-ville, une petite ville visiblement. L'autre, c'est plutôt une grande ville. Mais on retrouve cet attrait pour du traditionnel, de l'humain, des petites échelles, etc. Et vous voyez que les moins bien notés, avec des notes négatives, sont des images de centres commerciaux, de galeries marchandes. Voilà, donc c'est dire qu'il y a dans la société contemporaine des forces de changement extrêmement importantes. On a l'impression même d'une évolution récente assez radicale. Il y a envie de changer plein de choses, pas seulement dans la vie économique et la vie politique, c'est très fort, mais également dans la vie personnelle, de trouver un cadre de vie et un sens donné à sa vie qui soit assez différent de celui qu'on a maintenant. Je pense que c'est lourd de conséquences pour les politiques, mais aussi pour les acteurs de l'offre, marques et enseignes. Il y a matière à réflexion, comment repositionner ses concepts, sa valeur immatérielle pour être en phase avec les aspirations de la société. Merci de votre attention. Retrouvez toutes les actualités de l'Obsoco sur obsoco.com.